L'invité écho du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le vice-président délégué du MEDEF. Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir Jean Lémarie. Le mois dernier, le nombre de chômeurs a donc augmenté, mais sur un an, le chômage baisse nettement avec 107 000 demandeurs de moins. C'est la première baisse annuelle depuis 2007. Est-ce que François Hollande a eu raison finalement ? Il a eu raison, mais un peu tard. Qu'est-ce qui se passe? C'est le vieux dicton d'Helmut Schmidt, je ne sais pas si vous vous souvenez, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On a inversé en fin 2013, début 2014 avec le pacte, la tendance qui était la baisse de marge des entreprises en allégeant le coût du travail avec le CICE. Donc les marges des entreprises se sont redressées à partir de 2015. Les investissements ont repris en 2016 et on voit le début d'une inversion. Petite inversion, parce que 100 000 demandeurs d'emploi, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle du chômage en France, et on est en train de vivre ce que nos voisins ont vécu, les Anglais, les Allemands, il y a quelques années, puisqu'aujourd'hui le chômage en Angleterre, en Allemagne, est autour de 5%. La campagne présidentielle commence vraiment en ce moment. Est-ce que vous souhaitez que le prochain président de la République mène la même politique d'allègement de cotisations, d'allègement d'impôts aussi pour les entreprises? Est-ce que vous voulez du Hollande plus? On veut, alors je ne sais pas si c'est du Hollande plus, on veut effectivement qu'on amplifie cette politique, pas par d'idéologie, pas par, croyance, tout simplement parce qu'elle a marché partout ailleurs. Elle a marché en Angleterre, elle a marché en Allemagne, elle a marché en Hollande, elle a marché au Danemark, enfin toute l'Europe du Nord qui a un taux de chômage compris, alors suivant les pays, entre 7 et 5%, fonctionne grâce à ça. Mais là, on commence à avoir un peu de recul. C'est une politique qui coûte très cher aux finances publiques, des dizaines de milliards d'euros. Et le chômage, vous l'avez dit vous-même, n'a pas beaucoup baissé pour l'instant. Est-ce que ça vaut le coup? Mais oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut se le permettre, y compris pour les finances publiques? Non, mais bien sûr qu'il faut faire attention au déficit des finances publiques, mais on a le pays, le record de l'OCDE, pas de l'Europe, de l'OCDE, de dépenses publiques. On dépense aujourd'hui 57% de la richesse nationale, 57% du PIB pour être précis, dans des dépenses publiques. La moyenne de l'OCDE est à 50%. On ne peut pas me faire croire que ces 7%, on ne peut pas les économiser un tout petit peu. Il ne s'agit pas de sabrer dans les dépenses. C'est le programme de François Fillon, 500 000 agents publics ou fonctionnaires en moins, c'est votre programme aussi? Il n'y a pas simplement un sujet de suppression de postes de fonctionnaires. Il y a bien d'autres endroits où on peut faire des économies. Le temps de travail des fonctionnaires, par exemple, mais aussi les minima sociaux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour... Et pas simplement, encore une fois, pour sabrer dans les dépenses, mais pour faire comme les pays voisins, pour retrouver des marges de manœuvre, baisser les taxes et les impôts et faire baisser le chômage. Je reviens à la question des baisses d'impôts. Plusieurs candidats veulent conditionner ces baisses pour les entreprises. Marine Le Pen, notamment, veut que les entreprises remboursent l'État quand elles suppriment des emplois. Y êtes-vous prêt ? Non mais c'est absurde, l'économie ne fonctionne pas comme ça. L'économie, elle est mondiale. Il y a des moments où dans certaines entreprises, on est obligé de supprimer des emplois parce que la concurrence est intensive, parce qu'il y a un moment où il faut accepter... On va regarder un cas précis, si vous voulez bien, qui est dans l'actualité malheureusement. C'est le groupe Vivarté qui veut supprimer, vous l'avez entendu, des centaines de postes. Et pourtant, d'après Force ouvrière, l'an dernier, Vivarté a bénéficié de 40 millions d'aides publiques et d'allègements, si on fait l'addition. Est-ce que ça vous semble normal? D'abord, revenons sur les mots. D'aide publique ou d'allègement. Quand quelqu'un vous prend 100 € dans votre portefeuille et vous en redonne 20, c'est pas une aide. Il faut quand même dire une chose, qu'est-ce qui paye les impôts en France? Qu'est-ce qui paye le plus d'impôts? Qu'est-ce qui crée de la richesse? Ce sont les entreprises. Donc, on a un taux d'imposition des entreprises qui est maximum. On baisse un peu ce taux d'imposition. Ça n'est pas une aide, ça n'est pas une subvention. Il faut employer les mots justes. Alors maintenant, sur le cas Vivarté, c'est un très mauvais exemple parce qu'effectivement, il y a un double phénomène. Erreur stratégique, les dirigeants successifs et les actionnaires de Vivarté n'ont pas vu venir finalement l'explosion des ventes sur Internet du textile, de nouveaux concurrents. Donc il y a eu des erreurs stratégiques. Et puis, il faut le dire, on est en 2007 quand il y a ce changement d'actionnaire et il y a un endettement, une financiarisation de l'entreprise qui est trop élevée. Mais vous pensez que Vivarté doit bénéficier du CICE, par exemple? C'est un des sujets de la campagne. Mais bien sûr, c'est voir la loi. Quelles entreprises doivent bénéficier ou pas de ces dispositifs. Quand on fait baisser les charges, on ne peut pas faire ça à la carte. Parce qu'il y a toujours des cas particuliers. On dit, j'ai entendu certains candidats, mais j'ai bien compris. Certains soutiennent davantage les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ça veut rien dire. C'est l'idée de départ. Tout le monde est exposé à la concurrence internationale. Tout le monde. On dit la distribution, pour prendre cet exemple-là, n'est pas exposée. Mais Amazon, c'est quoi? C'est bien la concurrence internationale. Donc quand on baisse les charges, comme quand on baisse les impôts pour le particulier, il faut le faire pour tout le monde. Et il faut être patient, accepter que c'est d'abord les marges, ensuite les investissements et ensuite les emplois. François Fillon veut transformer le CICE en baisse définitive de cotisations ou d'impôts. Emmanuel Macron aussi d'ailleurs. C'est aussi ce que demande le MEDEF. Jusqu'à quel point?
Ah bah, je crois que c'est tout le CICE, il ne faut pas faire une demi-mesure. CICE, ça a été une bonne mesure, mais il y a deux choses qui pèsent dessus. Un, c'est un peu plus complexe qu'une baisse de charge, et surtout, il y a cette idée que c'est pas pérenne. Et cette idée que chaque année, ça peut être remis en cause. Et effectivement, quand on embauche quelqu'un, on ne l'embauche pas pour 3 mois, on l'embauche en tout cas en CDI pour plus longtemps. Mais vous avez des chefs d'entreprise qui, eux, préféreraient garder le CICE au nom de la stabilité, au nom aussi de ce dont ils bénéficient aujourd'hui. Ils ont peur d'y perdre, simplement. Vous avez entendu, je pense notamment au patron d'ID Logistique et Steph, deux entreprises importantes de transport. Oui, alors là, on est dans un détail un peu technique. C'est que si on transforme le CICE en baisse des charges, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun perdant. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le CICE s'arrête à 2,5 fois le SMIC. Et donc, il y a certaines entreprises ou certains secteurs qui craignent d'y perdre. Mais globalement, tout le monde est pour la pérennisation et l'amplification de cette baisse de charge. Il nous reste un instant, Geoffroy Roux de Bézieux, pour parler du revenu universel, sujet de la semaine sans doute avant le débat entre Manuel Valls et Benoît Hamon. C'est une des propositions phares de Benoît Hamon, qu'en pensez-vous ? Nous, on est extrêmement réservés, si vous voulez. Quand on voit le programme de Benoît Hamon, qui d'un côté propose de réduire le temps de travail pour partager le travail, c'est quand même une idée. On se souvient des lois Aubry, qui a montré partout qu'elle n'existe. Enfin, il n'y a que la France qui l'a appliquée, qui a bien montré que ça ne fonctionne pas. Et le revenu universel, qui consiste à donner 750 € à tout le monde sans contrepartie de travail, c'est extrêmement dangereux. Et pourtant, vous avez des libéraux, de vrais libéraux, qui défendent cette mesure. Henri de Castres, juste d'un mot. Henri de Castres, aujourd'hui, l'ancien patron d'AXA, proche de François Fillon, y est, lui, favorable. Écoutez, nous, on n'y est pas, on est réservé. Et je signale, parce que chacun trouve ses alliés, que la CGT est contre le revenu universel. Oui, ça divise de tous les côtés, d'ailleurs. C'est dans ce pays que le MEDEF et la CGT soient tous les deux d'accord. Mais sur le fond, imaginez, là je cite Henri de Castres tout à l'heure, imaginez de nouvelles formes de protection pour les individus et pas liées au statut. Ah oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Si ça consiste à fusionner les aides sociales, qui sont très complexes aujourd'hui, et à les ramener en un seul revenu, pourquoi pas. Mais ce que propose Benoît Hamon, c'est pas ça du tout. C'est un revenu inconditionnel de 750 € de 18 ans à la mort, sans contrepartie de travail. Vous imaginez l'appel d'air pour ne pas travailler que ça va être. Geoffroy Roux de Bézieux, merci. Invité ce soir de l'Interview Écho, le vice-président délégué du MEDEF.